Et est-ce que c'est un besoin qui est très important? Je pense que c'est bien sûr avec le sujet que je suis en train de pousser avec la recherche, avec les enfants. Alors, Merci. C'est bon. C'est bon. Donc à moi. Bon, il y a peut-être des choses qui vont faire écho avec les prises de parole d'autres collègues. Je vais vous lire ma petite affaire. Donc je commençais comme ça. Je vous remercie de m'avoir invité à cette soutenance et ainsi donc de m'avoir permis d'avoir accès à la logique ayahuasca. Je vous avoue que ça m'a pas été très simple. Je me suis efforcée de me l'approprier, mais j'en suis pas encore à penser ayahuasca de façon fluide et souple, bien que vous l'ayez exposé de façon très précise, claire et je trouve assez pédagogique. Il y a des exemples qui nous permettent de sentir les choses, l'exemple du stylo, l'exemple du cœur. Et puis régulièrement, vous rappelez au lecteur les éléments nécessaires qui ont déjà été évoqués avant, mais à ce moment-là, il faut les rappeler pour qu'on puisse faire les petits pas à pas avec vous. Et donc, voilà, j'ai fait de mon mieux. Hein. Alors, au début de la lecture, je vous avoue que j'ai eu le sentiment d'être en présence d'une explication totale et complète de la complexité d'une vie humaine entre humains. Quelque chose qui m'a pas mal dérangée, puisque par définition, la complexité, elle peut ni se circonscrire, ni relever d'un mode explicatif. C'est une autre affaire. Et je redoutais, à travers la question de l'être, de me retrouver en face d'une anthroposophie comme on peut en connaître. Et pourtant, peu à peu, petit à petit, je me suis laissé faire et j'y ai à peu près trouvé mon compte. J'y ai trouvé mon compte d'humaniste un peu mystique et agnostique, de citoyenne préoccupée de l'humanité qui vient dans ces sombres temps d'anthropocène, inscrivant mes questionnements moi aussi sous le sceau de la vie comme régénération continuée, jamais assurée d'elle-même. Et puis j'y ai aussi trouvé mon compte de chercheur, non philosophe de formation initiale, donc je ne vous ferai pas un débat serré avec Aristote, soyez tranquille, en m'efforçant de laisser résonner votre travail avec le mien. C'est donc sur ces bases-là que je vais réagir à ce gros travail rigoureux que vous présentez, et je vais suivre à peu près l'ordre de votre écrit. Le tableau que vous présentez, page 90, et particulièrement les premières formulations, donc celles que vous datez d'avant 1991, dans le travail de votre père, si j'ai bien suivi. On n'a peut-être pas la même pagination, si. Les lois... Oui. 90? Ouais, moi je l'ai page 90, ça. Enfin, c'est pas très grave, vous allez regarder. Oui, je connais. Vous le connaissez par cœur, oui, quand même. Oui. Donc, dans le tableau que vous présentez, page 90, et particulièrement donc, les premières formulations, celles avant l'édition de 1991, donc, qui sont des formulations que je trouve vraiment délibérément paradoxales. Ça m'a permis de me sentir en familiarité avec la conception du vivant qui est élaboré. Les apprentissages informels du laboratoire Experis, que je m'efforce de concevoir comme formel, donc vous voyez en deux mots, ils trouvent leur compte. Parce que de mon point de vue, en effet, il semble sans forme, mais constitue une forme agissante et invisible au-dedans de la personne, de même que l'être est une forme, même s'il paraît sans forme. Concernant les 4 autres propositions des lois vitales de l'être comme forme, c'est personnellement en naviguant avec quelques-uns de mes auteurs de référence, que sont Héraclite, Chuang Tzu et Varela, qu'il m'a été possible de voir et de sentir que j'étais ici en pays de connivence épistémologique. Car en effet, tout cela ne peut s'envisager que sous le sceau d'une logique du tiers inclus, et non du classique tiers exclu occidental, par lequel on devrait toujours passer. Et ça, vous l'expliquez très bien dans votre deuxième partie. Il se trouve que personnellement, c'est la même voie que j'ai endossée du point de vue de la relation entre deux entités. C'est moi aussi ce terme que j'avais utilisé pour ne pas être dans le débat personne, sujet, entité, ça peut être des groupes. Hein. Dans ma propre thèse, il y a 30 ans. Hein, dans l'habilitation à diriger des recherches, 5 ans après, donc j'ai prolongé cette question, moi aussi en termes d'inversion permanente de contenant et de contenu, à travers l'opérateur versus que je faisais jouer entre relation et séparation.
Donc, habitant l'une et l'autre ce même paradigme, vous y travaillez la vitalité des entités, et moi j'y travaille celle de la relation. Vous imaginez bien alors que j'ai ressenti une très très grande frustration quand j'ai découvert dans votre troisième partie que c'était avec Houssaye et son infatigable triangle que vous tentiez de dialoguer plutôt qu'avec mes bricolages de la relation pédagogique comme tiers inclus entre les deux entités. Vous faites une analyse critique d'Houssaye, là aussi rigoureuse, comme pour l'approche de Feuerstein que je ne développerai pas. Vous contestez particulièrement, et à juste titre à mes yeux, la lecture proposée par Houssaye lui-même, où il faudrait se résigner à lire ce triangle en termes d'exclusion du tiers, plutôt que dans l'unité qu'il constitue. Pour lui, l'un des trois termes ne manque jamais de faire le mort ou le fou, instaurant la situation pédagogique de façon prédéterminée. Elle serait le reflet de l'idéologie monolithique de l'enseignant, mise en scène dans une posture réifiée de sa part à l'exclusion de tout autre. Personnellement, donc, je continue ma petite histoire de chercheur que j'essaye de mettre en face de votre travail. Lorsque je me suis efforcée quelques années plus tard de théoriser la relation d'accompagnement, je me suis employée à en reconnaître la puissance à la condition d'une posture dynamique et paradoxale, celle de l'accompagnant. Il incarnerait singulièrement et en contexte les trois postures contradictoires de guide, d'accompagnateur et de compagnon. La façon dont vous explorez l'enseignant, alors il faut dire ISU, c'est ça? Ou on peut dire ISU? Oui, c'est ISU, on est en France. Donc la façon dont vous explorez cet enseignant ISU me semble personnellement assez proche de cette perspective paradoxale. Donc ça, vous me direz. Dans mon travail sur l'accompagnement, de la même manière, la folie, puisque vous faites allusion à cette histoire de folie à travers Houssaye et puis aussi personnellement vous, la folie, celle de l'accompagnant, prend pour moi une couleur positive. Assumant de ne pas être compris, de passer pour un peu fou, cette folie permet que chaque entité, pour chaque entité, renonce à s'ajuster à l'autre, comme une invitation pour chacun à ouvrir et réouvrir sa propre quête de savoir, en fonction de son sens propre, celui que la quête transforme en permanence. C'est bon, vous comprenez? Et j'ai compris, en vous entendant tout à l'heure, en tous les cas, j'ai eu ce sentiment, que vous avez eu l'impression d'être comme folle à un moment donné entre la folie du monde et vous, les exigences que vous donniez à vous-même. Et vous me direz si c'est juste, mais j'ai l'impression que c'est aussi cette folie-là qui vous a permis de vous dépasser. De jamais être le lendemain au même endroit que la veille. Et à un moment, on n'a plus le choix, il faut y aller, quoi. Et donc, de ces ouvertures se réouvrant sans cesse, peut-être que l'enseignant, comme l'élève, rencontrera un possible rapport cosmique au monde, au savoir, aux autres et à lui-même. Et bon, j'ai pas lu Rancière de façon très rigoureuse, mais il n'est peut-être pas non plus très éloigné de cette posture impossible, elle aussi possible de nos affaires. Dans votre quatrième partie et votre longue conclusion, vous vous inscrivez résolument dans une perspective émancipatrice de l'éducation, avec une ambiguïté peut-être féconde sur ce « de », puisque vous proposez une pédagogie émancipatrice et une pédagogie pour émanciper l'éducation, qui ne se situe pas exactement sur le même plan. La façon dont vous contextualisez cette préoccupation permet de bien comprendre que votre thèse n'est pas seulement un bel exercice de votre esprit humain pour l'exercice d'autres esprits humains. Le vital de la forme ayahuique se densifie de sa rencontre avec les forces destructrices bien réelles de la guerre, du terrorisme, du racisme, comme autant de combats qui vous sont, on le voit, très personnels. Et alors là, je me suis demandé si votre thèse ne pourrait pas s'inscrire dans la continuité de Freinet, qui posait la question « Comment éduquer pour que plus jamais la boucherie de 14 ?» de Hannah Arendt, qui posait la question « Comment éduquer pour que plus jamais les camps d'extermination ?» Et on est d'accord, ils apportent des réponses qui sont quasi diamétralement opposées, mais puisque vous parlez d'une unité plurielle, moi ça ne me pose aucun problème. Et que la logique ayahuique serait une troisième réponse, peut-être, je ne sais pas. Peu importe. Donc on a Freinet en 14, on a Arendt en 39-45 avec les camps. Et donc dans cette filiation, peut-être que vous êtes celle qui vous demandez comment éduquer pour que plus jamais Daesh. Voilà,
semblait qu'on pouvait, qui sont à chaque fois des contextualisations singulières de l'homme pour fabriquer l'horreur pour d'autres hommes, et qu'à chaque fois, ça rend la question éducative encore plus nécessaire, prégnante, et bon, après, on ne peut pas tout résoudre. Bref, à cette question, donc comment éduquer après Daesh, vous y répondez dans la 5e partie avec une sorte de programme pédagogique qui montre que les carrés de carrés ISU peuvent trouver une opérationnalisation très concrète. L'éducation devient un processus de densification de l'être, celui de l'élève comme celui de l'enseignant, avançant dans sa propre unité, nourrie et nourrissant ses multiplicités, ce que vous appelez l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Et on retrouve encore une fois là les retournements de contenu et de contenant. Pour ma part, il me semble que c'est le terme pluriel qui est susceptible de rejoindre votre préoccupation pédagogique, ce que De Peretti a proposé il y a une vingtaine d'années à travers son livre « Pour une école plurielle » par exemple. C'est-à-dire que vous êtes sur multi, sur poly. Et avec multi et poly, on peut encore être dans de la juxtaposition de choses qui sont hétérogènes. Avec pluriel, on est obligé de considérer les interactions ou les liens entre ces différences, et on a de la vie à l'intérieur de la différence, davantage peut-être que poly et multi. Enfin, vous verrez. En tout cas, là où moi je perçois de l'émancipation possible à travers votre test de bon sens commun, c'est qu'il sollicite chez celui qui s'y essaye tant son esprit que son corps émotionnel par exemple. C'est en lui ou dans sa famille qu'il est invité à trouver les réponses, en se laissant toucher par ce qui lui est suggéré, en réfléchissant et donc ce faisant en s'apprenant à partir de ce qui le sollicite. Je comprends bien, oui, combien ce qui ressemble ici à des exercices scolaires, d'un nouveau genre mais scolaire tout de même, comporte de politique. Un citoyen qui saurait s'éclairer de l'intérieur de lui-même, qui se ferait confiance dans sa capacité à penser et ressentir, histoire de dire que le mouvement de votre thèse est convaincant jusqu'au bout. Alors pour finir, je vais revenir un peu au début de mon propos, une certaine totalité à la limite de la clôture, qui m'apparaît quand même un peu cependant. Chaque fois que vous avez tenté de faire dialoguer votre théorie avec d'autres, j'ai pu avoir le sentiment que vous faisiez gagner la théorie vitale telle qu'elle est. Vous, donc c'est une des questions pour moi, vous, qu'avez-vous appris de nouveau avec votre thèse par rapport à l'enseignement paternel avec lequel vous êtes arrivé là? Comment avez-vous bougé? Comment votre pensée de la théorie vitale s'est-elle transformée, enrichie, nuancée de votre rencontre avec d'autres théories? En gros, avez-vous sincèrement joué le jeu de votre possible ébranlement, de votre possible émancipation de cette théorie émancipatrice? Vous avez par exemple une très rapide allusion aux sciences cognitives et au pragmatisme pour montrer que tout est déjà contenu dans votre modèle qui les dépasse. Maintenant que vous avez posé tout ça, que vous allez le faire vivre sur la scène universitaire en pleine lumière académique, alors peut-être que vous allez pouvoir y introduire un peu de jeu, le jeu de Winnicott éventuellement, dont il a été question tout à l'heure, ou d'autres. Et là, je crois que Francisco Varela peut être un auteur intéressant pour vous. Dans son livre « L'inscription corporelle de l'esprit », et vous entendez comme ce titre est magnifique, Francisco Varela, qui est donc biologiste comme vous, qui est bouddhiste, qui est spécialiste des sciences cognitives, développe sa vision de l'unité corps-esprit et la puissance qu'il accorde à l'expérience dans les processus cognitifs. C'est le même Varela qui vous a été suggéré tout à l'heure avec Maturana sur la question sociale et politique. Vous êtes donc en accord de paradigme avec Varela, ça c'est et de connivence disciplinaire d'origine. Et sa façon d'aborder les choses, qui repose sur l'attention-vigilance, est différente de la vôtre. Et peut-être qu'elle mérite votre attention, clin d'œil, vous verrez, mais pour vous mettre quand même en disposition de faire vivre la théorie que vous défendez, en réussissant à la faire dialoguer avec d'autres qui vont venir peut-être amplifier et la vôtre et l'autre que vous allez rencontrer. Bon voilà, vous répondez sur ce que vous voulez, comme vous voulez. Merci beaucoup. Je suis très contente d'écouter tout ce que vous avez dit, vraiment. Je voudrais vous demander si je peux, avant que je parle, par rapport à le paradoxe.
dans le ISO, est-ce que c'était bien compris pour vous, le carré d'intérêt et l'application de le carré d'intérêt? Je me demande, est-ce que ça c'était même aussi comme vous êtes dans l'éducation et apprendre à comment construire l'apprentissage? Est-ce que le carré d'intérêt était, à mon avis, expliqué comment le carré d'intérêt peut vraiment être intégré pour arriver à la question quand vous me disiez que je englobe toutes les cognitives, comportements, toutes les éducations à dépasser, comme vous avez aussi mentionné, que je dépasse ou comme je l'ai tout. Et je me demande, est-ce que le carré d'intérêt, à mon avis, était capable de proposer ça? Parce que pour moi, je ne suis pas ici de dire que toutes les éducations ne sont pas existantes et qu'ils n'ont pas leur présence. Ils sont ici vraiment pour ce qu'ils font maintenant déjà. Mais qu'il manque quelque chose. Il manque une liaison entre eux. Et je vois avec le carré d'intérêt, avec la philosophie de IAWeek, la manquesse entre l'éducateur, les écoles de différentes éducations, comme on parle de Jean Hossein, et vous disiez que la folle peut être aussi vue dans une positive, et je suis d'accord, je suis complètement d'accord, parce que aussi la folie est très très besoin aussi, je suis d'accord. C'était juste de montrer avec une comparaison de carré d'intérêt, et je ne suis pas ici de dire que la folie avec la définition que Jean Hossein a mentionné que c'était faux. Non, en fait je dis que c'est exactement inclus dedans le carré d'intérêt qui est dans le carré d'isolement, et on a vraiment besoin de ça. Sans la folie, on ne peut jamais arriver à nos buts. Quand vous avez, je pense que aussi observé à moi-même et qu'est-ce que je lui avais dit, si je n'avais pas une folie, je ne serais pas ici. Bien sûr. Non plus. C'est sûr. Et alors, le carré d'isolement, notamment, est le plus fort carré parce que c'est ici où le paradoxe existe. Et le paradoxe est très très bien pour nous. Mais c'est le plus difficile aussi à surmonter quand on est plus qu'on doit être dans le paradoxe. C'est bien pour des moments, mais pas pour vivre toute ta vie dans le paradoxe. Sinon, si tu restes toujours dans le paradoxe, tu n'arrives jamais à tes buts. Mais le paradoxe ici, c'est où vient de voir les choses entre la similarité et la différence, entre n'importe être. Quand tu es capable de surmonter les différences et la similarité, tu t'arrives à surmonter dans un autre chemin. Et c'est là où le conflit vient dans le carré d'intérêt, parce qu'on commence toujours avec le paradoxe. J'étais dans la guerre, il y avait un paradoxe là. Mais avec le paradoxe que j'ai vécu, de mes sentiments, ma présence, toutes mes expériences, que je peux aller aux États-Unis, n'importe, hein, je devrais tirer, dès que j'étais dans le paradoxe, tirer mes besoins. Alors le paradoxe, la folie est très bien pour voir et reconnecter à ce qu'on a besoin. Mais sans arriver à des solutions, c'est un problème. On reste toujours dans le conflit. Ça, c'est le carré d'intérêt. Si on est dans l'isolement, dans le paradoxe, ça ne permet pas de... Si on reste toujours là, avec voir les similarités et les différences, on reste dans le conflit. Et le conflit est aussi bien. Mais pour l'instant, pour des moments. Parce que sans le conflit, sans le paradoxe, on n'arrive jamais dans les solutions. Jamais. Alors, c'était pas mon but. Si l'impression que c'est négatif, c'est pas négatif. La folie avec Jean Hossein, c'est complètement positif.
mais j'étais juste en train d'appliquer le carré d'intérêt pour montrer comment on peut mesurer les contextes, comme le carré d'intérêt est à mesure. Et aussi une évaluation à aider où est-ce qu'on peut y aller. C'était pas pour vraiment souligner les négatifs ou des positifs, mais vraiment scientifiquement, j'étais en train de faire une recherche empiriquement avec le triangle et la position qu'il parle de les trois coins. Non mais attendez, moi, j'ai pas de problème, je trouve ça nul le truc de ça. Ouais. Donc, mon problème, c'est que c'est avec lui que vous êtes allé discuter. Et pour moi, je suis aussi, je peux dire aussi ça, mais aussi il est ici, il nous permet aussi également de parce que j'ai beaucoup de discussions entre Véronique et moi. Et aussi, je peux dire qu'il m'a apporté aussi pour mieux situer la logique ayahuasca. Oui, c'est sûr. Et c'était ça le but. Quand il m'a mentionné Jean Osei pour vraiment comprendre où c'est situé. Et à cause de Jean Osei, je suis à partir plus de vraiment dans la complexité de l'enseignant ayahui, l'étudiant ayahui. Je devrais vraiment prendre une recherche plus profonde que juste, oh oui, j'ai une logique, j'ai une pédagogie. Non, je devrais vraiment identifier c'est quoi la différence entre les traditionnels et nous dans la pédagogie. L'émancipation que je suis en train de dire qu'il y a ici. Alors ça vraiment m'a aidé de me retrouver aussi. C'est ce que je vous dis, mais maintenant que vous avez posé ça, peut-être que c'est bien d'aller essayer de dialoguer avec des gens qui sont épistémologiquement plus proches. Complètement. Mais qui vont vous permettre d'affiner les choses. Et vous savez que vous n'êtes pas positiviste. Vous savez que vous n'êtes pas dans la logique du tir exclu. C'est bon, ça c'est validé. Et maintenant, peut-être une communauté de chercheurs plutôt dans le paradoxe, plutôt dans le tir inclus, plutôt dans ces dynamiques-là, pour aller un poil plus loin. C'était ça que je voulais dire. De retrouver les connexions que j'ai besoin pour vraiment faire une culturelle pédagogie, on peut dire. Que ce travail que vous avez fait s'inscrive aussi quand même dans une communauté et reste pas complètement à part comme une solution miracle. Mais oui, quand je vous suggère Varela, je pense que quand même, moi je suis pas biologiste, donc je le lis de façon parfois analogique quand il est question de biologie. Vous allez vraiment comprendre de quoi il parle et ce qu'il en fait. Et il pose les limites de Piaget, justement, à la fois sa reconnaissance pour Piaget, mais ce qu'on peut penser plus loin. Enfin, je pense que... Et puis le fait qu'il soit bouddhiste, enfin, quand je reprends vos discussions entre le monothéisme, les monothéismes, et... mais voilà, c'est aussi un souffle autre. Après Dash, j'aimerais bien parler de ça. Allez-y. Ouais, parce que c'est mon sujet. C'est le sujet, c'est le but, c'était vraiment le but. Comment éduquer après Dash, c'est une énorme grande question qui existe jusqu'à maintenant. Et on peut pas faire n'importe quelque chose tout de suite. Hein. Et Dash n'est pas venu que des 5 ans. Hein. Ça fait beaucoup de siècles aussi, on peut dire. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit le faire en commençant avec les enfants. Je ne peux pas sortir plus loin de ça. Mais déjà, quand on commence avec les enfants, on peut dire qu'on commence à toucher le bon chemin, je pense. Dash n'est pas partout, mais c'est aussi également partout. C'est aussi également partout. Même ici en France, même dans toutes les écoles, partout. Et à mon avis, ce que je propose dans l'éducation, le manuel, on peut dire l'explication, comment l'enseignant, la duration, c'est tout expliqué ici. Je pense que déjà, ça peut nous permettre d'entrer dans l'école si on a l'acceptation. C'est ça le but pour moi, de commencer n'importe où
n'importe où. Mais on doit commencer par même 1 fois, 2 fois par semaine, de dire qu'on doit revoir les informations qu'on reçoit dans l'école d'une autre façon. On ne peut pas enlever les curriculums, ils sont ici pour une raison. On a besoin des curriculums, on a besoin de les traditionnels à l'école, on a besoin de tout ça. On ne peut pas l'enlever. C'est comme la guerre en Syrie. Ils vont enlever le président et après quoi? C'est enlever le président parce que comme ça va complètement enlever la guerre ou le problème. Alors, le problème, c'est de comment on le fait. Alors, Daesh est un vraiment grand mot et c'est mon but de entrer la méthodologie partout. C'est ça vraiment mon but, partout. Alors, comment? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que sans voir la philosophie, sans entrer dans toute la philosophie, seulement de montrer la méthode de la pédagogie avec maintenant recevoir la thèse, ça me permet d'entrer dans des écoles ou dans les ministères, de dire qu'il y a une méthode. Pas nécessairement d'entrer tout profondément dans la philosophie, parce que ça, c'est pas leur boulot aussi. Hein. L'éducation, dans la méthodologie, ça, c'est pour les spécialistes de voir la philosophie. La philosophie ayahuasca peut, pour moi, être un mystique. C'est comme vous avez vu, c'est mystérieux si on entre tout dedans. Quand je l'ai essayé avec les élèves en Syrie, je n'ai pas entré dans les 5 lois. C'est impossible d'expliquer tout ça. Ce qui est besoin, c'est seulement d'intégrer le